quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres le signal, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Soupente, la station des rapaces, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission à Racaille. Nous sommes le 21 février 2022. Oui, parce que le canular, on enregistre le 21, puis on vous les passe le 22. Bon, mais j'insiste sur le 21 parce que c'est la date anniversaire de l'assassinat du groupe Manoukian dans les fossés du Mont-Valérien. Voilà. Donc, dans cette émission, nous tentons, évidemment, avec nos petites forces, de parler de l'histoire en marge, l'histoire de l'art en marge, et des saloperies des politiciens. Voilà, pour simplifier. Ouais, avec aujourd'hui, donc dans la partie artistique, la découverte du travail d'Alice Amoroso dans l'épicerie solidaire Épisole, une exposition qui s'appelle Fragments et Variations. Donc il s'agit d'un entretien que nous avons eu avec Alice sur son travail sur son lieu d'exposition. Vous pouvez nous écrire sur notre mail artracaille@orange.fr ou nous mettre un message sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants.
ne semblez vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en dérivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Méline et oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. C'était l'affiche rouge interprétée par René Claude. Oui, à propos de l'anniversaire, justement, aujourd'hui, le 21 février 2022, nous sommes au Vent Valérien, le 21 février 1944. 78 ans sont débinés depuis cette tragédie. Et la mémoire des peuples étant ce qu'elle est, il semble utile en cette période de remugles fascistes, racistes, de politiciens honteux qui rameutent toute la laideur dont les hommes et les femmes sont porteurs. Et tout ce tintouin immonde pour quelques points de plus dans les sondages. Ils étaient 22. 3 avaient 18 ans, 4 19. Arméniens, juifs, étrangers. Une femme aussi déportée et assassinée à la hache en Allemagne. Tous membres du MOI. Et tous militants communistes, anciens des brigades internationales, militants du PCF, sous les ordres de Charles Tillon, responsable de la résistance en région parisienne. Un sublime poème d'Aragon immortalise le combat et le sacrifice de ces résistants. L'affiche rouge, qui dit les derniers instants de ces immolés volontaires pour la liberté d'aujourd'hui, que des arnaqueurs qui briguent les suffrages des Français pour pouvoir régner sur ce pays au nom de valeurs périmées, où le racisme, le mensonge, la haine de l'autre, la réhabilitation des Pétain, Laval et compagnie ne sont pas les moindres avatars. Le cauchemar ne prendra donc jamais fin, à croire. Il faut nous accrocher à ces foutues valeurs auxquelles croyaient ces morts pour la France du Mont Valérien. Les remettre dans nos caboches, nos paroles et nos actes. On ne doit rien laisser dire ou faire qui aille contre ce sacrifice suprême de la vie des morts de l'affiche rouge.
Ce ne sont pas les politiques, les militaires, les flics, les magistrats, les notables qui gagnent les guerres. Ce sont de simples citoyens, vous, nous, avec nos petites têtes et nos mains tavelées par le travail pour certains, et usées par l'écriture ou les tâches de bureau pour d'autres, mais tous des travailleurs, pas des rableurs de foire aux cochons, que sont ces sinistres personnages qui crient au viol de nos filles et de nos compagnes, au vol de notre identité, et à un truc absurde qui consisterait à nous foutre dehors de nos terres et de nos chaumières. Non, vous ne cauchemardez pas, ils le disent, le crachent, le gribouillent tous les jours, sur les pages des journaux, sur vos écrans de téloche, dans vos postes à galène, partout. Ils sont là à déverser leur pot de caca par la fenêtre de leur insupportable connerie crasse et mortifère. Aux armes, citoyens, pas encore trop abrutis par la clameur fasciste qui submerge nos mémoires estropiées. Débraillons nos poitrines et offrons-nous à la liberté de dire et de penser, quoi que cela peut nous coûter, l'épicier solidaire nous fera crédit. Honorons pour une fois ou encore une fois la liberté, l'égalité, la fraternité des frontons de nos mairies. Ça ne coûte pas grand-chose et vous ne finirez pas contre le mur des fusillés de la fiche rouge au Mont Valérien. Pas encore, pas cette fois-ci. Mais ce temps se rapproche dangereusement au train où va le mensonge et le déni d'un passé récent, où ce que la France était avachie sous la botte nazie et le gouvernement de Vichy. Très beau poème, effectivement. Ce poème, il résume complètement tout cet assassinat de ce groupe Manoukian, quoi. Ben, enfin, en assassinant le groupe Manoukian, on assassinait l'âme de la résistance française. Voilà, c'était tout. Le but était tout à fait clair et évident pour ceux qui occupaient ce pays. Ouais, des étrangers qui se battaient pour la France, quoi. Voilà. Oui, parce que le groupe Manoukian, c'était que des étrangers. Voilà, pratiquement que des étrangers. Qui se battaient pour un pays qui les avait accueillis, voilà, comme des étrangers, comme on n'en accueille plus aujourd'hui, en les foutant dans les camps de rétention, en les matraquant, en les expédiant de leur pays d'origine où ils trouvent pour la plupart du temps la mort. Voilà. Maintenant, c'est l'accueil qu'on réserve aux étrangers. Ouais. Alors, moi, mon presse-papier, je vais revenir sur le fakir de ce trimestre-là. En fait, je crois que Ruffin va sortir un livre qui s'appelle Le Livre noir du macronisme, et dans le dernier fakir, il revient sur justement tout ce qu'il ne faut pas oublier de ces 5 années de macronisme, que ce soit d'abord dans un chapitre, le président des riches, où il détaille un petit peu tous les cadeaux faits aux riches, le président contre les pauvres, le président contre la démocratie, contre la planète, parce qu'on verra que ces mesures écologiques sont quand même inexistantes, contre l'hôpital. Donc ce fakir reprend pas mal de chiffres et de graphiques, et c'est éloquent parce que on ne peut pas truquer, ce sont des chiffres réels. Donc déjà dans une première partie, on voit que Média siroie dans sa manche, donc effectivement comment Macron a su négocier avec Xavier Niel, Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Patrick Drahi, Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Donc c'est quand même. Il n'y a pas Niel là-dedans ? Si, Xavier Niel, le premier. Et donc c'est un peu comme, c'est justement tout l'emprise sur tous les médias, les grands médias. Comme par exemple en 2010, déjà Xavier Niel disait on a un super président qui est capable de réformer la France. Il est en train de faire des lois fantastiques. Donc il ne tarit pas d'éloges sur Macron. D'abord, parce qu'il s'était déjà rencontré en 2010. Et il dit, là, Macron n'était pas président, il était encore en banquier. Il dit, je découvre un banquier super cool, intelligent, bonne dynamique, bonne pêche, vachement sympa, des dents longues, ce qui est une qualité. Il a le don de s'adapter à son interlocuteur. On est devenus copains. Et on peut rappeler que Xavier Niel est le gendre de Bernard Arnault, donc en fait les histoires se recoupent. Après, quand il est chez Rothschild, il va négocier pour Lagardère des cessions de parts de ADS, mais au nom de l'État. Donc voilà, des cadeaux. Avec Bouygues, on verra qu'il fait un cadeau d'1,6 milliard à Bouygues au nom du contribuable. C'est quand même nos petits impôts qui payent tout ça. Donc voilà, c'est toute cette histoire, et Bolloré récemment, donc toute cette emprise sur les médias.
Donc Macron, donc président des riches, effectivement, donc un pognon de dingue. À qui a été offert ce pognon de dingue? C'est quand même aux super riches, puisque au total, ce sont 163 milliards 948 000 qui sont offerts aux riches entre la suppression de l'impôt sur la fortune, 12 milliards, la flat tax, c'est 5,2 milliards d'euros, l'instauration de la flat tax. Le CICE, le crédit impôt entreprise, c'est 125 milliards. Et on peut rappeler que, par exemple, une entreprise comme Sanofi bénéficie de 22 milliards par an, sans aucun retour, puisque Sanofi ferme des laboratoires de recherche, licencie des chercheurs, devait soi-disant trouver un vaccin qui ne trouve pas, et qu'il y a toujours le scandale de la dépakine qui est là, où Sanofi refuse d'indemniser les familles d'enfants autistes, alors qu'ils savaient très bien que le médicament, la dépakine, pourrait avoir des conséquences sur la naissance d'enfants. Donc c'est des dossiers qui sont en suspens, et Sanofi voudrait bien laisser l'État indemniser toutes ces familles. Donc il y a aussi la suppression de la 4e tranche de la taxe sur les hauts salaires, 548 millions d'euros, la suppression Brexit de la taxe pour les banquiers et assureurs, la baisse de l'impôt sur les sociétés, parce qu'effectivement les sociétés sont de moins en moins imposées, et la suppression de l'exit tax. Donc tout ça, c'est un gros chèque qu'on a quand même fait avec l'argent du contribuable aux plus riches, sur le dos forcément des plus pauvres. Voilà. De même que sur le logement, on s'aperçoit que logement, un président contre les locataires. En 5 ans, ce sont 15 milliards d'euros qui ont été économisés sur les aides au logement. C'est énorme, parce qu'effectivement, c'est quand même sur le dos des plus pauvres. Ça a commencé par ces 5 euros d'APL par mois qui ont été enlevés au moment où ils suppriment l'impôt sur la fortune. Pour les plus riches, il enlève 5 euros d'APL. Et donc, c'est le magazine Challenge qui, dans une analyse du bilan quinquennal, l'admet, et qui dit « En dessous de 800 euros mensuels, la politique d'Emmanuel Macron a été pénalisante. Une perte légère pour les 3/4 de la catégorie. Au final, les 1% plus pauvres se sont encore appauvris, en particulier justement à côté de ce poste logement. » De même que c'est un président contre les jeunes, puisqu'on a bien vu qu'avec la pandémie, ça a été quand même le révélateur des jeunes qui pouvaient plus, qui étaient obligés de faire des queues pour pouvoir se nourrir et aller dans des dons alimentaires. D'ailleurs, on verra avec l'exposition d'Alice comment une épicerie solidaire peut permettre à des jeunes effectivement d'acheter des pâtes à 18 centimes le paquet. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est 15 milliards en 6 ans. Donc après, on va nous dire qu'effectivement, on n'a pas d'argent pour l'hôpital, parce que c'est quand même 17 600 lits qui ont été supprimés en 5 ans. Mais pourtant, ils dépensent un pognon de dingue pour les pauvres. Voilà, donc ça, c'est un président contre les chômeurs. Les graphiques le montrent bien. Les demandeurs d'emploi et les emplois vacants, on a 22 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles. Donc on réduit l'allocation chômage, n'empêche qu'on ne peut pas forcément donner du travail à tout le monde, puisque le chômage est quand même structurel et qu'il n'y a pas d'emploi. Et que quand on parle de création d'entreprises, on nous dit qu'il y a eu, je crois, 1 million d'entreprises créées. Il faut voir que ce sont des micro-entrepreneurs. Des auto-entrepreneurs. Voilà, des auto-entrepreneurs. Ce sont des ubérisations de la société. Donc ce sont les livreurs de repas, ce sont des babysitters. Ce sont tous des gens qui en fait n'ont aucune garantie sociale après de chômage et je crois même de sécu, et qui ont en moyenne un salaire de 600 euros par mois. Donc on va pas bien loin avec ça. Non. Et une nouvelle page, c'est la République des pantoufleurs, où là effectivement on voit bien comment des responsables comme Édouard Philippe par exemple passent du secteur privé. Un pantouflé, c'est passé du secteur privé au secteur public. Non, du secteur public au secteur privé. Là, alors Édouard Philippe lui avait commencé chez Arriva entre 2007 et 2010, et après effectivement, il a été Premier ministre, il développe le nucléaire. Il lance la 5G. Quand il quitte le gouvernement, il entre chez Atos, qui est le leader des technologies numériques. Voilà. Donc pourquoi il développe la 5G. Là, on voit quand même tous les liens. Hugues Bellet, qui était conseiller de Macron, lui a forcé la vente d'Alstom à General Electric. Et en 2019, il reprend le secteur privé, il prend la tête de General Electric. Et puis là, on va racheter Alstom. Et plus cher que ce qu'on l'a vendu. Voilà. Et alors Sibeth Ndiaye, elle qui était porte-parole du gouvernement sous lequel le travail intérimaire a explosé, 2021, elle entre chez Adecco, qui est le leader de l'intérim. Voilà. Ça c'est bon. Après, il y en a encore d'autres qui sont développés. Il y a eu le scandale Kohler aussi, qui était conseiller de Macron à Bercy, qui supervise les dossiers de MCS Entreprises
et de son cousin, qui en 2016 se retrouve directeur financier de MSC et numéro 2 mondial du fret. Voilà. Donc, du fret maritime. Ouais. Donc après il y a des dossiers il y a des petites vidéos qui détaillent en fait tous ces scandales, mais on est vraiment dans oui, c'est ça, toutes ces retours d'ascenseurs. Sur ces médias, justement, qui sont tenus par tous ces milliardaires du CAC 40, hein, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est simplement dans des revues alternatives comme Fakir, qui, je rappelle, est le journal de Ruffin, hein, qu'il a pu pérenniser avec ce qu'il a pu soutirer à Bernard Arnault avec cette histoire d'employés d'une de ces boîtes qui avait été licenciée et qui n'avait pas d'argent pour survivre, etc. Et il y a eu un gros montage, foutage de gueule de Ruffin qui a piégé. C'était la panique dans le groupe d'Arnault, un groupe multinational, un truc mondial, et un petit député du Pas-de-Calais, du Nord, là, qui foulouait là-dedans. C'était quand même la grosse marate, quoi, voilà. Et Fakir est toujours là, et Fakir dit toujours les choses justes, parce que c'est Ruffin, il raconte pas de baratin. C'est peut-être le seul politicien aujourd'hui en France qui soit à peu près clean, quoi, voilà. De même que là, alors c'est vrai que tous les présidents, il y a eu des scandales, donc il faut un petit peu une rétrospective des scandales, comme par exemple Pénicaud Havas Macron, où il y avait pas eu d'appel d'offres. Oui, mais ça n'arrête pas. Depuis 2017, ça n'arrête pas les scandales, ça n'arrête pas. Il y a l'affaire Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires, qui avait démissionné à peine nommé parce qu'il aurait attribué en 2011 un marché public à l'entreprise de sa compagne, en plus de soupçons d'emploi fictif à l'Assemblée pour son fils. Alors ce mec-là, il est président de l'Assemblée nationale. Voilà, République des coquins, comme tu dis. Voilà. Et des copains. L'affaire Blanquer à venir, Libération et Mediapart révèlent que Jean-Michel Blanquer a téléguidé la création du syndicat Avenir lycéen et que ce dernier a été largement subventionné et a délapidé 65 000 € en frais de bouche et hôtels de luxe en 2019. Oui, enfin ça c'est peanuts, ça par rapport à tout le reste, je veux dire. Bon. Il y a l'affaire Darmanin, où il est quand même accusé d'avoir... ministre de l'Intérieur. Voilà, il y a l'affaire Dupond-Moretti, où il y a une enquête pour prise illégale d'intérêt. Voilà, Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir usé de son autorité de ministre de la Justice pour régler ses comptes contre des magistrats. Il est mis en examen. Il y a l'affaire Benalla, où alors là, on est quand même dans... Là, c'est le summum avec tous ses passeports diplomatiques, enfin, son coffre, sa perquisition, comme par hasard, on ne trouve plus rien parce que tout a disparu. Enfin bon, d'ailleurs, on ne sait plus où il est, on ne sait pas ce qu'il vient, Benalla, là. Bon, il vient sûrement pas quelque chose de bien intéressant. Voilà, Macron, président des riches contre la planète. La France est le seul pays de l'Union européenne qui ne respecte pas ses engagements en termes d'énergie renouvelable. Elle avait un objectif de 23% de renouvelables dans sa consommation d'énergie finale. Elle n'atteint que 19%, soit un écart de moins de 4 points de pourcentage. Il y a un graphique donc, qui reprend les pays de l'Union européenne. Et nous, la France, on est les seuls à avoir un trait dans le rouge, quoi. Tous les autres pays ont avancé dans la progression des énergies renouvelables. Et que disent économistes dans un papier récent? Que la France est une démocratie défaillante. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est intéressant justement que ce soit pointé. Ça c'est la preuve par A plus B. Ouais. Donc là j'ai été très brève, j'ai repris quelques points du Fakir. Après tout est justement détaillé sur toutes ces affaires, sur les liens avec tous ces rois là des médias. Il y a les dates précises, l'argent qui a été versé, enfin voilà, toutes ces collusions qui existent et qu'il faut pas oublier parce que quand on nous dira on ne sait pas comment se passeront les élections. Mais surtout voilà qu'on ne dise pas que Macron est quand même le moins pire quoi parce que il a vraiment eu avec des proportions, c'est-à-dire que là on voit qu'en 5 ans la fortune des riches en fait par rapport au PIB elle a augmenté, elle représente 43% du PIB alors qu'il y a 5 ans ça devait être 20%, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une augmentation exponentielle quoi. Non mais le résultat de cette crise sanitaire en fait c'est ça se chiffre pour les riches par une super richesse jamais vue jusqu'à ce jour en si peu de temps en tout cas.
Exactement. Et donc, voilà, il faut leur piquer leur fric. Enfin, il n'y a pas ce. Bah oui, non, voilà. mais Il écoute, n'y a pas 50 on est, solutions. on est un il faut pays se servir. rentier, aigre-autant, voilà. Mais un après, petit confort, parce que- hein. En fait, finalement, ce sont les gens imposables, assez honnêtes, qui sont classe moyenne, qui trichent pas sur leurs impôts, qui financent quand même ces 163 milliards. Moi, j'estime que l'impôt est vraiment quelque chose qui est bien fait pour normalement reverser à l'éducation, à la santé, participer au pot commun selon ses revenus. Quand on voit le calcul de l'impôt et quand on voit la prédation sur notre fric pour ces riches, clairement, on n'a plus envie de payer des impôts, Non, quoi. non. Non, mais ça, bon, peut-être qu'un jour on va se réveiller, hein, qu'on va se secouer, qu'on va foutre un peu tout ça en l'air, mais c'est pas tout de suite, hein, je crois pas. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chef-faillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, forts tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine, à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de glace. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. C'était les nouveaux partisans, Dominique Grange.